C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. À suivre dans ce journal le point des autres décisions prises ce jour. Le combat contre le cancer du sein est un processus très éprouvant pour les patients, une situation qui peut impacter la santé mentale des victimes. Au-delà des séquelles physiques, le cancer du sein peut aussi bouleverser la vie de couple, les aspects sociaux, familiaux et même professionnels des patients. Comment vivre au mieux la maladie? Élément de réponse dans cette édition avec André Alirono, psychologue clinicien. Une étoile montante du basketball béninois, Honorine Laourou, participe à la FIBA Africa Regional Youth Camp 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Âgée de 15 ans, la joueuse sociétaire de Koburu BBC de Parakou présente déjà une étoffe de champion. Zoom sur son parcours dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 23 octobre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Suivez avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji le point des décisions prises au titre des mesures normatives, au titre des communications ainsi que les mesures individuelles effectuées ou prises en conseil ce jour. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, en point 1, mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. L'aide juridique vise à assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. Grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables
quels qu'ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. En point 2, adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Ont par ailleurs été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2023, puis création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques. Au chapitre des communications, démarrage du projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Le maintien sur la durée des performances de notre agriculture est confronté aux risques climatiques croissants tels que les sécheresses et les inondations qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs. De fait, ceux-ci n'arrivent pas à accéder aisément au crédit pourtant indispensable à l'investissement. Aussi, les acteurs agricoles s'étaient-ils mobilisés pour mettre en place l'assurance mutuelle agricole du Bénin, AMAB, mais le modèle n'intégrait pas tous les risques et n'était pas non plus différent de celui d'une assurance classique. L'expérience n'a donc pas été concluante. Or, le besoin d'une assurance spécifique au secteur agricole est préant, d'autant plus avec les effets du dérèglement climatique. Pendant ce temps, la plupart des institutions financières, en raison de l'absence d'une mesure de protection adéquate, ne s'intéressent pas particulièrement à l'amélioration du financement agricole. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des fêtières dans la sensibilisation, l'échantillonnage de même que le suivi des bénéficiaires sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. En outre, il sera subventionné pour les premières années, de sorte à accompagner les petits producteurs afin de leur permettre de se familiariser avec le produit et d'en apprécier les bénéfices. Ce faisant, les acteurs du secteur pourraient plus facilement bénéficier de l'assurance agricole via leurs fêtières respectives et les services financiers décentralisés à travers le crédit agricole. Sont concernés le bétail, le riz et le coton comme filière animale, vivrière et industrielle.
Cette phase pilote, approuvée par le Conseil, couvrira tous les départements. Elle impactera 100 000 petits producteurs et éleveurs de bétail et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2025-2026. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 9e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba en Éthiopie du 29 octobre au 6 novembre 2024. La première conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants à Bogota en Colombie les 7 et 8 novembre 2024. L'examen de son 5e rapport périodique lors de la 89e session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes à l'Office des Nations Unies à Genève, en Suisse, du 19 au 26 octobre 2024. La Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information à Amman, en Jordanie, les 30 et 31 octobre 2024. La 352e session du Conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève, en Suisse, du 28 octobre au 7 novembre 2024. Il a été, par la même occasion, autorisé l'organisation au Bénin de la 7e session du Conseil des ministres de l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar le 5 novembre 2024, ainsi que du Forum national sur la nutrition le 12 novembre 2024. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des enseignements maternels et primaires, Inspecteur général du ministère, M. Cessinou Gaston Lagoyer. Conseiller technique aux affaires administratives et sociales, M. Clotaire Abimbola F.M. Oliide. Directeur des systèmes d'information, M. Falière Bodanho. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Olatunji Martin Essou. Au ministère de la Santé, Directeur général du Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie, M. Grégoire Magloire Gansou. Directeur d'hôpitaux ainsi qu'il suit. Centre hospitalier départemental du Zou, M. Carlos Eni. Centre hospitalier universitaire départemental de Lemé, M. Evejo Phileas Alotieou Hounou. Centre hospitalier départemental du Mono, M. Hospice H. Fréjus Ontada. Hôpital de zone de Comé, M. Alodjogbe Christian Gbedenhessi. Hôpital de zone de Dassa, M. Ubald Gossi Sossou. Hôpital de zone de Djidja, Mme Pridit Vanessa Nukudoji. Hôpital de zone de Kové, M. Semaomede Menonji Meshabed Hossou. Hôpital de zone d'Aplawe, M. Assou Armel Aubin Soklo. Hôpital de zone de Savé, M. Abdel Razak Olaïtan Romulex Secheton Ali. Hôpital de zone de Savalou, Madame Payero Carole Sobabe. Hôpital de zone d'Adjoun, M. Kainde Daniel Langpoedja. Hôpital de zone de Klekame, M. Emalin Idjakotan Jacques Balogun Kochofa. Centre hospitalier départemental de l'Atakora, M. Gado Yarou Ngobi. Hôpital de zone de Pobé, M. Sourou S.A. Hippolyte Koudjedon. Hôpital de zone de Sakété, Madame Pis René Senami Akogbekan. Hôpital de zone de Natitengu, M. Maouna Ibrahim Ogungbe. Hôpital de zone de Kandi, M. Élisée Soizon. Hôpital de zone de Banikwara, M. Abdelaziz Abou Moufoutaou.
hôpital de zone de Basila, M. Ulrich Antelme Sena Yasahoho. Hôpital de zone de Kouandé enfin, M. Togbedji Alfred Jean-Louis Onsa. Après la Cour constitutionnelle, hier mardi, c'est au tour de Radji Laïci de recevoir la visite de courtoisie du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Une visite peu ordinaire dont le point nous est fait par le haut-commissaire. Quentin Amoussou et Nansérine Fatoubi nous proposent de suivre un extrait de ses propos. On regarde. Merci. Un coup d'œil. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, la visite de courtoisie de ce jour avec le Conseil économique et social, elle sera, cette visite, complètement différente. Elle ne sera pas, comme on en a l'habitude de faire, une visite où on vient, on reçoit les conseils du président de l'institution et puis on s'en va. Quand on regarde le concept, comment est composé le Conseil économique et social, nous nous sommes dit c'est le Bénin en miniature. C'est le Bénin profond, l'économie qui ne peut pas aller sans le social qui ne peut pas aller sans l'économie, et peut-être les autres, puisque les conseillers, ils sont de divers horizons, représentant la nation, et vous-même, qui accompagnait cette institution. Donc nous nous sommes dit, il est bon qu'un partenariat avec ce Bénin en miniature puisse se lier, se nouer avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Il se confirme que, en présentant tout à l'heure les idées que nous avons, les propositions que nous avons, ou si vous préférez les suggestions que nous avons, il se confirme que elles sont, ces idées, ces propositions conformes à ce que le Conseil économique et social aussi pense et réalise. Nous avions demandé que, pour concrétiser, et que, pour que cela ne soit pas des phrases ou phraseologies, si vous préférez, qu'à la fin, que nos secrétaires généraux des deux institutions se rencontrent lorsque le nécessaire sera fait pour que la mission que nous allons nous assigner respectivement se concrétise. Le secrétaire général près le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Olivier Chal Atindéou, nous livre les 6 propositions faites par le HCPC au Conseil économique et social. Lesquelles propositions ont été approuvées par le président du CES, Radji Laïci. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou et de Nansérine Fatoubi. La proposition de partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social se déploie en 6 points. Le premier point, il s'agit d'études d'impact économique et social de la corruption. Le Conseil économique et social pourrait évaluer les conséquences de la corruption sur l'économie et la société. Nous avons fourni un exemple. Baisse des investissements, aggravation des inégalités. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption apporterait son expertise sur les secteurs les plus vulnérables et proposerait des actions de prévention. Ensemble, un rapport pourrait être rédigé sur les impacts et des recommandations formulées. Le deuxième point, formulation de politiques publiques. Dans le cadre de la formulation de ces politiques publiques, le Conseil économique et social et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pourraient collaborer pour proposer des réformes visant à renforcer la transparence et à améliorer la bonne gouvernance. En point 3, renforcement des institutions publiques.
le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social pourraient travailler ensemble pour réviser les cadres réglementaires et renforcer les mécanismes de contrôle, de gouvernance et d'intégrité au sein des institutions publiques. En quatrième point, des campagnes de sensibilisation et d'éducation civique. Le Conseil économique et social et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pourraient mener conjointement des campagnes pour sensibiliser le public aux effets néfastes de la corruption et promouvoir les mesures de prévention. Le Conseil économique et social se concentrerait sur les aspects socio-économiques, tandis que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption couvrirait les dimensions législatives et préventives. En point 5, suivi de la mise en œuvre des réformes. Une collaboration pour suivre l'application des réformes anticorruption ou des recommandations proposées en veillant à leur impact positif sur le développement socio-économique pourrait être envisagée. Enfin, en point 6, il y a le suivi du partenariat entre le Haut Commissariat à la prévention de la corruption et le Conseil économique et social par les secrétaires généraux des deux institutions. Le collège B de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé sous la direction de l'académicien Théodore Olo une conférence sur le thème démocratie et développement. C'était ce lundi 21 octobre 2024. Le conférencier Babacar Kanté, professeur titulaire des sciences politiques, a profité pour faire le lien entre les deux thématiques, à savoir démocratie et développement. Suivez ses propos au micro de Anaël Dou. Quand on ne fixe pas le terrain de discussion de la démocratie, on risque d'avoir deux personnes qui disent exactement deux choses contraires et qui ont toutes les deux raison. Parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. La démocratie, c'est en effet au moins 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les valeurs de la démocratie. Les valeurs de la démocratie qui sont des valeurs universelles. Donc le droit à la vie est un droit universel, qui est consubstantiel à l'être humain. Donc ces valeurs-là, ce sont des valeurs qui sont universelles. Je ne connais pas de peuple qui s'habitue à l'humiliation. Cela n'existe pas. Le besoin de liberté est irrépressible, impressible chez l'homme, incompressible chez l'homme. Le besoin d'égalité également. On ne peut pas se contenter de cette théorie, de l'idéal. On n'est pas dans un monde idéal. En essayant de regarder ce que j'appelle la réalité, de façon empirique, notre environnement, on se rend compte tout de même qu'il y a tout de même une espèce de priorité nécessaire de l'un par rapport à l'autre en fonction du contexte. Certains pays ont essayé de mettre en place des processus de développement économique et social. Arrivés à un certain niveau, ils ont ouvert les vannes pour promouvoir la démocratie. D'autres sont passés par un chemin inverse, ont essayé de mettre en place un processus démocratique pour aboutir à un système de développement. Cela veut dire que c'est le contexte qui guide un tout petit peu la priorité de l'une sur l'autre, mais à mon avis, il ne saurait pas y avoir une primauté de l'un sur l'autre. C'est-à-dire voir le schéma idéal qui révèle une alliance qui est systémique, une alliance systémique entre démocratie et développement. Et à côté de cette alliance systémique, on se rendra compte que l'examen de la réalité révélera une allégeance qui est cyclique, une allégeance cyclique du développement par rapport à la démocratie. Autre information dans cette édition, le professeur Okri Tossou Pascal, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, a été désigné chercheur à la une par le réseau africain d'analyse du discours R2AD
pour le compte du mois de septembre 2024. Une distinction qui vient saluer ses contributions majeures au développement de l'analyse du discours en Afrique. Dans un entretien exclusif, le professeur Okri Tossou Pascal a fait savoir ses diverses motivations et perspectives pour l'avenir de cette discipline. Séduit par les outils conceptuels qu'elle offre ainsi qu'aux travaux de grands auteurs, Okri Tossou s'engage dans une démarche de partage de ses connaissances en intégrant cette discipline dans ses enseignements et en encadrant de nombreux étudiants. Considéré comme un pionnier de l'analyse du discours, Okri Tossou Pascal a contribué à faire connaître et à développer cette discipline au sein des universités béninoises telles que ESAE, entendez l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Pour lui, l'analyse du discours est aussi un moyen de mieux comprendre les enjeux sociaux et culturels de notre époque. Cette édition se poursuit, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire, le combat contre le cancer du sein est un processus très éprouvant pour les patients, ce qui peut provoquer des atteintes psychologiques intenses allant d'une profonde détresse émotionnelle à une dépression sévère. Au-delà des séquelles physiques qu'il engendre, le cancer du sein vient en effet bouleverser la vie de couple, les aspects sociaux, familiaux et même professionnels de la vie des patients. Comment vivre au mieux cette maladie et comment soutenir les personnes victimes de ce cancer? Élément de réponse avec André Alerono, psychologue clinicien. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatoumbi et de Francis Farami. Vous savez, les seins font partie, j'ai envie de dire, des accessoires essentiels de la femme. Donc, un cancer de sein, ça équivaut pratiquement à l'idée de mort pour la femme. Ablation de sein, c'est comme si vous lui arrachiez la partie, pour ne pas dire l'une des parties les plus essentielles de son corps. Donc, vous arrachez une grande partie de son identité. Comprenez que émotionnellement, psychologiquement, cette femme qui est dans cette situation ne se sent pas complète. Elle se sent manquante quelque part. Il y a quelque chose, mais pas seulement quelque chose de dérisoire, mais de très important et qui manque à elle. Donc, son expression, comment elle va s'exprimer de façon libre, comment elle va s'afficher, tout ça là, ça va prendre un coup. Donc, sa sociabilité, ses comportements vont forcément prendre un coup sur le fait, l'apparition peut-être d'un cancer ou même jusqu'à l'ablation. Il faut être psychologiquement très fort et être accompagné efficacement, efficiemment pour qu'elle puisse reprendre le dessus, pour qu'elle puisse redécouvrir la vie autrement sans cesser. Et puis on parle société, sinon culture à présent. Les balafres culturels en Afrique consistent à marquer la peau pour signifier une appartenance tribale, ou symboliser la beauté. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés et apprécient le bien fondé de cette pratique. Suivons-les au micro de Francis Farami et de Quentin Amoussou. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et on ne peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi, je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique, c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc, ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc, nous ne pouvons pas dire que là... Aujourd'hui, les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données
pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permet de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. Et puis on parle sport à présent. Une étoile montante du basketball béninois participe à la FIBA Africa Regional Youth Camp 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Âgée de 15 ans, Honorine Laourou, la joueuse sociétaire de Koburu BBC de Parakou, présente déjà une étoffe de championne. Retour sur son parcours. Derrière ce visage juvénile se cache une basketteuse pétrie de talent. À 15 ans, Honorine Laourou crève déjà l'écran chez les pros. Meilleure marqueuse de la conférence Nord avec 96 points en 4 matchs pour sa première saison dans l'élite béninoise, elle joue un rôle important dans le dispositif de Koburu Basketball Club de Parakou. Honorine fait partie des joueuses clés sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir construire l'équipe. Elle est, disons, la pièce maîtresse du projet. Agile, vive, endurante et ayant un sens de coordination élevé, la joueuse originaire de Banter présente des caractéristiques d'un crack de la balle au panier. Surtout en attaque, elle est impitoyable. Elle monte rapidement le ballon. Elle a des aspects techniques qu'on a vraiment travaillé avec elle. Elle joue beaucoup en équipe et en défense, on fait encore le travail parce que ce n'est pas ça. Mais en attaque, elle est impitoyable, surtout sur les contre-attaques. Des qualités que Honorine étale face aux championnes en titre d'Élan Coton lors du Game 1 des demi-finales des Play-offs nationales de la Ligue Pro 2023-2024. Elle va inscrire 18 des 47 points du club paraquois. Bon, je vais faire de mon mieux pour qualifier mon équipe. Je me concentre sur mon match, je ne me déconcentre pas, je reste toujours focus dans le match. Et je me dis que bon, je vais faire de mon mieux face à elle. J'espère toujours gagner un match face à elle un jour. Malgré la défaite, Honorine a donné du fil à retordre à ses adversaires, surtout lors des 2 premiers quarts-temps. « 1,65 m de taille, la meneuse de jeu a été détectée en 2020 par Christian Atti. J'étais élève en 6e quand j'ai commencé le basketball à Glazoué. Je suis venu au stade de Glazoué, j'ai rencontré mon coach Atti Christian, le héros de la Fédé. C'est lui qui m'a amené dans l'équipe Koburu. Avant d'atterrir à Koburu BBC, Honorine effectue ses débuts au sein du club, mais magique. Ses premières touches de balle révèlent tout son talent, indique son coach formateur. Élève en classe de seconde aujourd'hui, Honorine bénéficie du soutien de ses parents. Résidant à Glazoué, elle suit un programme spécial d'entraînement sous la direction de Christian Atti.
Elle se déplace tous les week-ends et pendant les congés à Parakou pour s'entraîner avec le groupe de Koburu. Mes parents étaient coopératifs, ils ont accepté que je joue et que je me déplace les week-ends pour venir jouer ici. Grand espoir du basketball, Honorine Laourou s'inspire des styles de jeu de basketteurs de renom aussi bien au Bénin qu'à l'international. Au Bénin, quand je regarde le basketball, mon idole c'est le grand, l'international Tawa. C'est lui, j'aime son jeu, j'aime surtout sa manière de jouer. À la NBA, c'est Jordan Poole, Kobe Bryant et un peu de LeBron et Curry aussi. À l'instar des internationales Aïchatou Kondo d'Énergie BBC, Véronica Keita d'Elan Coton et bien d'autres, elle est une championne en devenir selon le coach Akissou. C'est un défi qu'on s'est lancé et ce n'est pas d'ici 10 ans. Mettez-nous un défi d'ici 3 ans, vous allez voir plus que Aïcha en elle. Ça, vous pouvez vous asseoir et au moment opportun, vous revenir me voir pour ça, d'ici 3 ans. Aujourd'hui, opposée à Elan Coton, la prodige Honorine nourrit l'ambition d'aborder un jour la tunique bleu-blanc. Je rêve de jouer au grand niveau et surtout jouer dans l'équipe Elan Coton. En attendant d'y arriver, elle poursuit sa progression avec ses coéquipiers de Koburu Basketball Club de Parakou. La page internationale de ce mercredi 23 octobre est un condensé des actualités au Cameroun, au Gabon, en France et au Liban. Une compilation informative de Djesougo Benou. Au Cameroun, le président Paul Biya a effectué des nominations au ministère de la Défense à travers un décret signé le 22 octobre, juste après son retour à Yaoundé. Ces changements concernent plusieurs structures de l'armée, notamment l'Inspection générale des armées, l'administration centrale du secrétariat d'État à la défense, SED en abrégé, la division des affaires générales, ainsi que les directions techniques et logistiques et des matériels interarmés. Au Gabon, le projet de constitution qui sera soumis à un référendum le 16 novembre a été publié lundi soir. Il prévoit un régime présidentiel fort avec un septennat renouvelable une fois. La campagne officielle débutera le 6 novembre prochain. Néanmoins, elle était déjà en cours bien avant la mise à disposition du test. De nombreux acteurs ayant déjà pris position de principe. Les anciens opposants ralliés à la transition s'apprêtent à défendre le projet, à l'exemple du premier vice-président de l'Assemblée, François Ndong Obiang. À l'opposé, les voix critiques émanent de personnalités variées. De leur côté, plusieurs figures de la société civile ont fait part de leurs griefs au fil des semaines. Reste à voir quelle position elles prendront sur le test définitif. La France a réuni un conseil de défense pour redéfinir sa stratégie militaire et civile en Afrique. Une page d'histoire s'est déjà tournée au camp de Gaulle à Libreville et se tournera bientôt sur la base de Ouakam à Dakar et sur celle de Port-Boué à Abidjan. Ces camps ne seront plus stricto sensu des bases militaires françaises. L'armée française réduit son empreinte permanente et baisse le drapeau sur ses emprises historiques. Fait annoncer également des éléments français déployés au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Fait aussi des bases permanentes telles qu'elles existaient jusqu'alors. À la faveur de l'été, un grand nombre de familles de militaires a déjà rejoint la France, pointe un au gradé. La philosophie se dessine sur l'Afrique de l'Ouest. Israël poursuit son offensive au Liban avec des tirs sur la ville historique de Tyr. Alors qu'Israël a confirmé la veille la mort d'Hachem Safieddine, successeur pressenti d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, l'État hébreu poursuit ce mercredi ses frappes au Liban et à Gaza, en lançant notamment des tirs contre Tyr, ville historique libanaise classée à l'UNESCO. De son côté,
Le mouvement chiite libanais Hezbollah a revendiqué avoir lancé de nombreuses roquettes, notamment en direction de Tel Aviv, ainsi que la résistance islamique en Irak. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël mardi dans le cadre de son 11e voyage au Proche-Orient, prévu pour durer jusqu'au 25 octobre. Il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu mardi dans le maigre espoir d'obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAIT.